RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. François Reynard est avec nous. Bonjour François. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes journaliste écrivain, auteur de Voyage en Europe et on voit le livre sur RMC Découverte. Vous retracez 1000 ans d'histoire de l'Europe, de Charlemagne à la construction européenne. On va beaucoup parler d'Europe, on en parle déjà beaucoup avec le Brexit, mais on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. Nos racines en Europe, de tous ces pays européens, sont communes. Mais exactement. Vous savez, moi, j'écris des livres d'histoire grand public. Le premier livre d'histoire que j'avais fait, c'était Nos ancêtres les Gaulois, autre fadaise, une histoire de France. Oui. Et là, quand on écrit une histoire de France, bien sûr, il y a une histoire de France. C'est évident, hein, Jeanne d'Arc, Louis XIV, etc. Et ensuite, j'ai écrit une histoire du monde, la grande histoire du monde. Et là, quand on écrit une histoire du monde, quand on est en Chine, quand on est à Bagdad, brusquement, l'histoire de France disparaît et il y a une histoire européenne qui est évidente. C'est-à-dire, vu de là-bas, il y a une grammaire, une temporalité européenne. Hein. Tous les gens qui nous écoutent là, ils savent que l'histoire, dans leur tête, l'histoire de France, c'est le Moyen-Âge avec des châteaux, la Renaissance, les grands rois, la Révolution industrielle. Tout le monde a à peu près ça comme. Eh bien, ça, un Chinois ne l'a pas. Un Chinois, il n'y a pas de Moyen-Âge pour un Chinois. C'était le moment où la Chine était la plus puissante. Il n'y a pas de Moyen-Âge pour un Arabe, parce que Bagdad, c'est le moment où il était le plus puissant. Pour un Allemand, pour un Anglais, pour un Espagnol, il y a le Moyen-Âge avec les châteaux, il y a la Renaissance, il y a la Révolution industrielle, il y a les Lumières, etc. Donc, je me suis dit, on va raconter tout ça, étape après étape, et ça s'appelle Voyage en Europe, parce que pour rendre tout ça attractif, je me suis dit, on va faire ça par des visites. Il y a plein de Français qui connaissent rien à l'histoire européenne, que ça ennuie. Et qui adorent aller en week-end dans des villes d'Europe. Hein, tout le monde fait ça, tant mieux. C'est vrai. Hein, parce que heureusement, ça coûte pas très cher, les voyages, etc. Donc je me suis dit, on va aller à Prague, on va raconter l'Europe, on va aller à Salamanque, on va raconter l'Europe, on va aller à Amsterdam, on va raconter l'Europe. Donc les Européens ont un passé commun qui remonte à quoi, une dizaine de siècles, 10 oui, siècles tout à fait. Alors pour moi, l'Europe, voilà, souvent les histoires européennes, elles commencent à l'Empire romain. Moi, je pense pas, parce que l'Empire romain, il est méditerranéen. Hein, vous savez, en Tunisie, en Algérie, en Syrie, il y a des sites romains extraordinaires. Là, il y a une histoire commune. Voilà, donc là, c'était une histoire méditerranéenne. Tandis que pour moi, l'Europe, elle commence à Charlemagne. C'est-à-dire que là, on est au nord, au sud, il y a les Arabes, au nord, il y a deux personnages importants, l'empereur Charlemagne, celui qui dit je vais avoir le pouvoir politique, et le pape, celui qui dit je vais avoir le pouvoir religieux. Hein. Et ça, c'est l'Europe, elle se fait à ce moment-là. Donc on commence, là, on est à 800, Charlemagne couronné empereur à 800. Et là, ensuite, on a un destin commun. Ah ben complètement, c'est tout ce destin est commun, tous les grands phénomènes. Par exemple, je parlais des châteaux, etc., la féodalité. Hein. La féodalité, nous, dans nos têtes à nous, on relie le Moyen-Âge comme s'il était national. Par exemple, tous les Anglais, pour les Anglais, le roi d'Angleterre le plus célèbre du Moyen-Âge, c'est Richard Cœur de Lion. Hein, Richard Cœur de Lion, on sait que c'est un roi anglais. Oui, d'accord, il a passé 6 mois de sa vie en Angleterre, il parlait l'occitan, sa mère c'était Aliénor d'Aquitaine, il a été élevé dans le Poitou, il est mort à côté de Limoges. Vous voyez l'anglais. Hein, oui, parce que les rois, pourquoi ? Parce que c'était un système dans lequel les rois, voilà, je te donne le Poitou, tu me repasses la Bavière, je vais en Angleterre, tout ça, rien n'était national. Donc l'histoire est commune. Donc l'histoire est complètement commune. Et ça va. Et alors, je peux aller beaucoup plus loin, excusez-moi, hein, Jean-Jacques, je vous interromps, mais beaucoup plus loin. Un exemple, par exemple, tous les Français sont très attachés à la sécurité sociale. C'est très important. Hein, là, je suis loin, je suis au 19e siècle, hein, au 20e siècle. Qu'est-ce qui a inventé la sécurité sociale ? Est-ce que c'est français ? Non, pas du tout. C'est Bismarck qui l'a inventé en Allemagne. Ça a été repris par les Anglais, quelqu'un qui s'appelle Lord Beveridge, un ami de Churchill pendant la guerre, qui a dit il faut donner aux gens la médecine gratuite. Et c'était en même temps par les Français. C'est quelque chose d'européen. Ce sont des luttes qui sont européennes. La sécurité sociale est européenne. Mais oui, bien sûr. Mais personne ne le sait parce que personne n'en parle. Les politiques faillissent quand même. En tout cas, si vous voulez. Parce que c'est à eux de raconter l'Europe. C'est à eux de nous faire penser que nous avons un destin commun. Je suis d'accord, mais bien sûr, mais parce que toute la question européenne, elle est toujours résumée à des questions nationales. Vous voyez l'idée de nation est récente. Oui, tout à fait. Alors l'idée de nation, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire la nation ? C'est un peuple qui dit avant le pouvoir c'était les rois, le pouvoir venait d'en haut. Et puis à un moment il y a le peuple qui dit non, le pouvoir c'est nous, ça vient d'en bas. Hein, pour nous, on est familier de cette histoire-là. Mais qui est-ce qui a inventé ça ? Ça pour le coup, c'est les Anglais. En Amérique, c'est la Révolution américaine, 1776, la déclaration d'indépendance. We the people of America, c'est les premiers qui font ça, qui disent on est un peuple et on veut le pouvoir et le roi d'Angleterre on n'en veut plus. Et après ça, c'est les Français qui reprennent ça, 1789, la Révolution française. Mais ensuite, tous les peuples européens vont se faire à ça. Les Allemands vont dire nous aussi on a un peuple allemand, les Belges, les Belges, c'est créé à ce moment-là, etc. Mais ça c'est récent, c'est le 19e siècle. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas ça. Au 18e siècle, il n'y avait pas ça. Voltaire, il était français, mais il allait aider le roi de Prusse et il adorait l'Angleterre. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. En 1900, il ne faut pas l'oublier, l'Europe
dominer la planète. Alors, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, en même temps, elle dominait la planète grâce à l'empire colonial. Donc, je ne vais pas regretter l'empire colonial, c'est sûr. Mais en tout cas, l'Europe donne ses normes au monde. J'en prends un tout petit symbole qui est très éclairant, à mon avis. C'est le méridien de Greenwich. Tous les gens savent, on sait tous que le premier, leur zéro, c'est Greenwich. Et ben ça a été décidé dans une conférence internationale en 1886 à Chicago. On a dit leur zéro, ce sera Greenwich à Londres. Ça veut dire l'heure est européenne. C'est extraordinaire quand vous y pensez. Ça veut dire qu'un Chinois, il devient Angleterre moins 8, enfin moins 8 ou moins 7, je sais pas comment ça, le méridien. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour cela que beaucoup en Chine, en Russie, aux États-Unis ne veulent pas voir une Europe prospère? Mais bien sûr que oui. Mais et surtout. Eux, ils pensent que l'Europe a dominé le monde. Elle a dominé le monde en 1900. En 1914, elle s'est suicidée. C'est le suicide de l'Europe, la Première Guerre mondiale. L'Europe s'est suicidée et après, elle n'a jamais réussi à se relever vraiment. Et il y a des tas de pays qui pensent que leur tour vient. Il y a eu les États-Unis, il y a eu évidemment l'URSS, la Russie. Aujourd'hui, c'est la Chine. L'élément fondamental du 21e siècle, il faut que tous les gens comprennent ça, c'est la Chine qui veut dominer le monde. C'est l'élément fondamental. Et pour dominer le monde, il ne faut pas qu'elle ait de rivaux. Donc, elle se bat avec les États-Unis, parce que pour les Chinois, les États-Unis, c'est le grand rival, et elle ne veut pas avoir l'Europe, donc ce qu'elle veut, c'est diviser l'Europe. Tous les gens qui sont, par exemple, quelque chose qui me frappe très dans la politique française, tous les gens qui sont contre l'Europe, c'est ceux qui sont pour Poutine. Ils appuient Poutine parce que le rêve de Poutine, c'est de diviser l'Europe. Pour Poutine, ce serait trop facile. Une Europe unie, c'est compliqué. La Russie, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Une Europe divisée, et il pourra écraser l'Allemagne, jouer l'Angleterre contre la France, jouer l'Espagne contre l'Italie, etc. Alors que si on est tous ensemble, ils peuvent rien faire. Donc c'est pour ça que tous ces gens, Poutine, les Chinois, etc., étaient favorables au Brexit, par exemple. Ils étaient favorables à ce que l'Angleterre s'en aille. Oui, François Reinhardt. Et quand certains disent « nous avons tous en commun des racines chrétiennes », c'est vrai ou c'est faux ? Alors, ça c'est une question très intéressante, j'en traite ça dans un chapitre. Bien sûr, le christianisme c'est fondamental. Donc nous avons des racines chrétiennes. Bien sûr, on a enfin des racines. On a une identité chrétienne qui vient les cathédrales, etc. Oui. C'est sûr. Mais deux choses. Premièrement, il y a toujours eu en Europe d'autres minorités. Il y avait des juifs en Europe avant les chrétiens. Donc les juifs sont il y a aussi des racines juives en Europe. Bien sûr, on trouve Charlemagne, il avait des conseillers juifs. Charlemagne, et par ailleurs, il y avait, quand on dit les racines, avant le christianisme, il y avait quand même quelque chose. Il y a des millénaires avec ce qu'on appelle le paganisme, ou d'autres religions. Donc ça, c'est ça. Et puis par ailleurs, pour moi, il y a quelque chose qui fonde l'identité européenne, c'est le XVIIIe siècle, les Lumières. Les Lumières, encore quelque chose d'européen. Montesquieu, Voltaire, des Français, Kant, un Allemand, Locke, un Anglais, etc. Eh bien, tous ces gens-là, ils disent désormais la tolérance religieuse. Donc, l'identité européenne, c'est pas de se savoir si on a des racines chrétiennes ou quoi, c'est de savoir que notre identité, c'est la tolérance religieuse. Tous les gens qui sont les Européens et qu'on nous écoute, quelle que soit leur religion, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, ce sont tous des Européens. On a tous un avenir à bâtir ensemble et à défendre nos principes de démocratie, etc. Merci François Reinhardt, c'est passionnant, chez Fayard, je vous le dis, voyage en Europe de Charlemagne à nos jours. Merci à vous, je tenais à en parler ce matin parce que ça chasse quelques idées reçues quand même. Merci.